Un, deux. Bien, mes chers amis, profitant du petit bruit ambiant de celles et ceux qui s'asseyent, je voudrais d'abord remercier pour l'organisation de ces universités d'automne mon ami Harry Sebag et le groupe Partouche qui nous invitent. Je tiens à les remercier. Je remercie tout aussi chaleureusement toute l'équipe des salariés militants de la LICRA qui sont présents aujourd'hui, souriants et efficaces. Un grand merci. Vous pouvez vous asseoir. Remercier Emmanuel de Bonneau, remercier Jacqueline Costa-Lascoux, remercier Isabelle de Mecnem pour l'organisation thématique. J'espère que j'ai oublié personne, Emmanuel, tu me le diras, de ces universités d'automne. Jacqueline, je te remercie à l'instant pour l'organisation de ces universités d'automne et dont la thématique et la qualité des débats sont absolument remarquables. Merci beaucoup. Il faut se tenir prêt à partir à temps. Ce sont les presque dernières paroles, oui à Abraham, les presque dernières paroles à Élisabeth de Robert Badinter. Il faut se tenir prêt à partir à temps. Je ne pouvais prendre la parole aujourd'hui dans le cadre de ces universités d'automne sans évoquer quelques préoccupations, inquiétudes, angoisses, mais aussi combats, qui sont celles et ceux que nous traversons depuis quelques mois et quelques années. La qualité des débats que nous avons ce matin, les thématiques abordées, merci beaucoup madame, les différentes tables rondes, celles que vous aurez cet après-midi, ne nécessitent pas en moi ou pour moi l'obligation de vous en faire un résumé ou de vous dire ce que j'en pense, quoique j'ai été un spectateur attentif ce matin et il est évidemment des phrases, des formules, des pensées, des réflexions qui sont au cœur même de la doctrine, du corpus de l'association dont la plupart d'entre vous êtes membres. Mais je ne peux pas commencer ce propos, que je vais essayer d'être bref et incisif, sans, évidemment, j'allais dire me recueillir, pardon, mais observer un moment de gravité en espérant, plus profond de mon cœur et de nos cœurs, que les otages vont enfin être libérés. J'ai été interrogé sur une radio avant-hier matin. On me demandait si la résolution de ce plan, la libération des otages, allait avoir un effet qui permettrait à la situation française de l'antisémitisme de s'apaiser. Prudence. S'apaiser. Peut-être que ça donnerait aux forces politiques machiavéliques et manipulatrices un peu moins de grain à moudre dans l'instrumentalisation de ce conflit israélo-hamas pour essayer d'en engranger les fruits lors des élections nationales françaises particulièrement, peut-être. Mais imaginez que c'est la fin d'une longue montée de l'antisémitisme depuis des années et bien avant le 7 octobre, c'est se leurrer. Et n'oublions pas que le terrorisme qui a frappé le 7 octobre peut à nouveau frapper. Je veux évidemment penser dans le même sentiment, la même compassion et sans résignation. J'ai aimé le propos de Matthias Hoth ce matin, sans résignation.
La résignation, c'est la soumission à la fatalité qu'on invente. Elle est belle, cette phrase. Sans résignation, je voudrais que nous ayons une pensée pour Boualem Sansal. Et puis, suis-je si loin de nos sujets? L'exil. Qu'une partie de la communauté nationale se vive ou vive en exil. Qu'une partie de la communauté nationale ait peur ou craigne la présence de l'autre comme étant un possible agresseur. Tout à l'heure, Benoît Drouot a très justement dit, et je partage pleinement son avis, que la laïcité, ce n'est pas vivre ensemble. Parce qu'on peut vivre l'un à côté de l'autre sans se connaître. Parce qu'on peut vivre l'un à côté de l'autre en se défiant, replié dans son identité, replié dans son ghetto, j'y reviendrai. Ce n'est pas vivre ensemble. J'ai toujours considéré avec la LICRA que la laïcité, c'est construire ensemble. Quel projet en commun avons-nous pour faire que la société que nous construisons soit celle des lumières, de l'épanouissement personnel et de le respect des uns et des autres dans leurs croyances ou leurs non-croyances, dans un pacte commun et bien compris. C'est construire ensemble. Et à quoi nous assistons, cet exil de la communauté juive, mais c'est en ce moment cet exil-là qu'une partie de la communauté nationale est en train de vivre et subir. Cet exil peut frapper n'importe quelle composante de cette communauté nationale un jour ou l'autre, que ce soit par racisme, que ce soit par discrimination. L'exil intérieur, on ne parle plus d'alia, on parle d'exil, peut frapper chacun d'entre nous. Et ce n'est pas la première fois que nous nous le disons ici, une démocratie moderne se reconnaît sur deux piliers. Deux piliers. La lutte contre l'antisémitisme et l'égalité homme-femme. Une démocratie qui voit un de ses piliers vaciller est une démocratie malade. Alors l'exil, qui est celui qu'une partie de la communauté vit, et donc que nous vivons, puisque nous sommes tous juifs, comme nous sommes tous catholiques, comme nous sommes tous athées, comme nous sommes tous acceptant la diversité, acceptant l'autre, reconnaissant l'identité de l'autre, aux côtés, main dans la main pour un projet commun, cet exil-là est un poison lent et qui nécessite, au-delà des assises contre l'antisémitisme, des mesures concrètes. J'y reviendrai ou tout à l'heure ou ce soir, selon le temps que je m'accorde. Et puis, il y a un autre terme qui est venu bousculer celui d'exil, ou plutôt deux. Le premier, on en a peu parlé ce matin, c'est celui de fraternité. C'est un thème qui m'est cher, qui nous est cher, et vous vous souvenez, il y a une tribune que j'ai écrite quelques jours sur l'exil, après le 7 octobre, l'exil, et je faisais référence à ce clip, ce court film que nous avions fait avec l'agence Marcel, Maurice Lévy et l'agence donc Publicis, sur la fraternité, quand une partie de la population cache son identité, c'est la France qui perd sa fraternité. C'est valable pour n'importe quelle minorité, n'importe quelle communauté qui compose cette grande communauté nationale. Et la laïcité, l'acceptation de l'autre dans un projet commun, c'est le reconnaître comme frère, c'est faire vivre cette fraternité. Et je ne peux dissocier en ce qui me concerne la notion de laïcité avec le projet de fraternité, qui se retrouve du coup bien plus riche qu'une simple pétition de principe lorsqu'on le fait vivre avec la laïcité. Et puis il y a un deuxième terme.
c'est celui de ghetto. Alors, lorsqu'on parle de laïcité, on se réfère à différents travaux. On se réfère à différentes commissions. Et j'ai lu les propos d'un ancien Premier ministre devant une commission à laquelle appartenait notre amie Jacqueline Costa-Lascou. Et je trouvais très intéressant, c'est étonnant de le citer ici, mais vous verrez, bravo, ce qu'a pu déclarer Pierre Mauroy. Le communautarisme est né en effet dans des quartiers ghettos. La France des marges urbaines, comme on l'a dit, qui sont le produit de l'abandon des solidarités sur le territoire de la République dans les quartiers sous-administrés, sinistrés. Et il ajoute, comment à ce propos ne pas écouter le cri de Lubna Melian, la jeune vice-présidente de SOS Racisme, dans son livre « Vivre libre ?» Personne ne m'a jamais enfermé, sauf le ghetto. C'est le ghetto qui enferme. Après, on peut toujours parler d'éducation, de violence, d'architecture, de respect des filles, de laïcité, mais parler seulement pour qu'on avance vraiment. C'est de la fin des ghettos qu'il faut qu'on parle. Je vous en parle, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, pour que vous parliez dans vos recommandations de cet enjeu majeur pour établir le lien entre les citoyens de tous les quartiers de la France et de la République. Et l'école, c'est ce qui permet de sortir du ghetto géographique, de sortir du ghetto social, de sortir du ghetto familial ou culturel. C'est le lieu, en effet, de la pensée et non pas des croyances. C'est le lieu, en effet, où ne s'opposent pas la conscience et la religion, mais où la conscience ne prend ses règles que des lois de l'homme, que de la loi, que des règles de l'homme, que de règles de la Constitution, que de règles des siècles des Lumières, et non pas de la règle religieuse. Et elle est aussi là, la difficulté que nous avons en ce moment, certainement à faire vivre la laïcité par les vents communautaristes qui traversent notre société. C'est qu'il est des religions dont les textes ne régulent pas ou peu la vie quotidienne. Et il en est d'autres où les principes édictés dans les écrits sont autant de freins à l'acceptation de la loi de l'homme pour l'homme. Et il y a en effet tout un travail à faire, tout un travail à mener, et je le crois, la multiplication des débats et des colloques comme ceux que nous avons aujourd'hui aide à construire cette laïcité et à faire en sorte qu'elle soit comprise. Ne pas se résigner. Ne pas se résigner. Alors, puisque nous sommes à la LICRA, puisqu'un de nos principes, c'est de passer, 5 minutes encore, des paroles aux actes, il est des champs que nous devons explorer. Il en est. Le premier, c'est dans le rapport, le même, de 2004. La Commission propose que la laïcité intégrant l'égalité entre l'homme et la femme fasse l'objet d'un fort temps d'études et de débats, par exemple au cours d'une journée de Marianne qui pourrait être instituée pendant la Semaine internationale de lutte contre le racisme. Une journée chômée, je crois. Hein, c'est ça, Emmanuel. C'est-à-dire non pas une journée fériée, mais une journée où les cours seraient centrés vers ce qu'est la laïcité et donc les valeurs de la République. Nous l'avions à la LICRA proposé dans le cadre de l'année scolaire pour les plus jeunes, que dès la première ou la deuxième semaine, au lycée ou au collège, il y ait une journée entière où soient invités et les parents et les élèves, afin que soient discutés, débattus, compris, lever les interrogations sur ce que sont les notions républicaines que la laïcité, la démocratie, l'universalisme, l'antiracisme. Une journée d'éducation populaire, finalement, sous le signe de la journée de Marianne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il nous faut bien inventer, il nous faut bien créer, il nous faut bien faire vivre la laïcité si l'on veut non pas se résigner, mais combattre. Autre plan
Badinter, toujours. Allez regarder, je vous en prie, allez regarder le documentaire de Dominique Missika sur les combats méconnus de Robert Badinter. C'est une mine d'humanisme. Si la caricature de la peine, la lutte contre la peine de mort peut vous sembler un raccourci, vous agace, allez regarder par ailleurs. Allez regarder par ailleurs ces combats à la dépénalisation de l'homosexualité, notamment, mais aussi les prisons. Les prisons. Quand 80 000 de nos concitoyens se trouvent dans un lieu de détention, quand l'on sait qu'il y eut un rapport de l'Assemblée nationale, sous l'autorité de Bruno Kettel, sur le fait religieux dans la prison. Lorsqu'on sait que l'absence, alors qu'il y a un ministre des cultes dans nos gouvernements, l'absence de prise en compte ou de prise en considération de l'enseignement religieux, mais j'y ajoute, de l'enseignement laïque au sein de ces établissements fermés, quand on sait que ce rapport n'a pas été mis à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale, il y a quelques années, poussière sous le tapis. Lorsqu'on sait que, de ce fait, et c'est l'avocat qui vous parle, il y a un entrisme religieux, mais c'est évident, extrémiste, islamiste, en ce moment particulièrement, dans les prisons françaises, qui sont les fruits et le terreau de possibles actes violents à venir. Il y a encore un axe, il y a des axes, si la volonté politique existe, où l'on doit imposer, non pas imposer, mais faire vivre la laïcité et les valeurs de notre République. D'autres actions, j'y viendrai ce soir. Et puis je vais terminer. C'est bien de pouvoir couper en deux sa prise de parole par vous citer deux auteurs. L'éducation, l'éducation, l'éducation. Clin d'œil à une amie. Je ne vois pas d'autre lieu. Ah si, j'en vois un. Il faut se battre pour le service civil national pour les garçons et les filles. Il faut utiliser ce qu'on a un peu imaginé et pas eu le courage politique dans les choix prioritaires de financement d'imposer. Il faut se battre pour ce service civil national. Pierre Mauroy, d'ailleurs, le promouvait aussi. D'autres actions. La pédagogie de l'amour dans l'éducation. L'éducation, c'est en effet le lieu de la conscience et non pas le lieu de la croyance. Et dans un opuscule de grande qualité que j'aime lire et relire, l'on comprend pourquoi l'école, la laïcité, la conscience tend vers, en fait, l'humanisme et l'humanité. Bien sûr, préparer les individus à un métier, les nourrir culturellement pour en faire de bons citoyens n'est pas sans objet, loin de là. Mais ces finalités ne devraient en aucun cas primer sur la visée suprême qui est de ne pas nous laisser envahir et submerger par notre inhumanité. Or, jusqu'ici et partout dans le monde, le volet politique n'a pas réussi encore à forger les hommes et les femmes pleinement humains. La priorité de l'éducation devrait donc être d'accorder la plus grande place au concept d'humanité dans notre propre personne. Conscience, humanité, éducation. Alors me revient pour terminer une autre phrase de Robert Badinter et qui doit nous guider, nous qui ne nous résignerons jamais. On ne doit jamais priver quiconque du droit de devenir meilleur.
C'est l'honneur de la République, c'est le projet démocratique et laïque, c'est l'honneur de notre école, c'est l'honneur d'un vrai combat politique qui sous-tend la réflexion que nous avons aujourd'hui, mais qui fait que chacun d'entre vous, par vos actions locales, par votre engagement, par votre présence, par vos prises de parole, vous vous regroupez tous ensemble, construisez tous ensemble une société dans laquelle chacun a le droit de devenir meilleur. Quel beau projet de vie!